Donc comme je vous ai dit, je vais là faire une petite présentation. En fait, c'est plus une introduction aux plantes carnivores, mais sans forcément rentrer dans les détails de la culture, des types de pièges, des grandes familles, des noms de plantes, et cetera. Je voulais essayer de parler un peu d'autres trucs en fait, des trucs dont on parle pas forcément. Voilà et donc ouais, hésitez pas, hein, si vous avez des questions à les poser et puis comme ça j'y répondrai volontiers. Donc je l'ai appelé «Les plantes carnivores entre mythe et réalité», mais en vrai c'est plus une espèce d'introduction aux plantes carnivores, quoi. Alors est-ce que j'arrive à passer les diapos? Nice. OK, donc on va commencer par les histoires qui tournent un petit peu autour des plantes carnivores et les mythes. Donc les plantes carnivores, elles ont été découvertes, pour la première fois au XVIIIe siècle par un botaniste anglais qui s'appelait John Ellis et en fait, il est tombé sur la dionée, donc cette plante-là, là, et il s'est assez vite rendu compte, en fait, que, les feuilles étaient capables de piéger des bestioles et ça l'a tout de suite, pas mal interpellé et ensuite, il y a tout un tas de, botanistes, et naturalistes connus qui ont parlé des plantes carnivores dans l'histoire, notamment Carl von Linné, qu'il est considéré comme un miracle de la nature. Carl von Linné, c'est celui qui est à la base de la dénomination binomiale des espèces. Alors c'est un truc un peu compliqué, mais en fait, toutes les espèces, que ce soit des animaux, des plantes, des bactéries, des champignons, généralement, on les appelle toujours par un nom de genre et un nom d'espèce. Par exemple, cette plante, c'est Dionaea, c'est le genre, Muscipula, c'est l'espèce. Et en fait, c'est ce type-là qui a inventé le fait qu'on allait appeler toutes les espèces comme ça, quoi, et en latin. Bref, et du coup, c'est un peu un boss dans le game de la biologie, de l'écologie, et cetera, et lui était fan des plantes carnivores. Mais c'est pas le seul, boss du game qui était fan des plantes carnivores, parce qu'il y avait aussi Charles Darwin. Charles Darwin, c'est lui qui a théorisé pour la première fois la théorie, le principe de l'évolution des espèces. Donc c'est quand même à la base maintenant de notre compréhension du vivant, de l'écologie, de la biologie, et cetera. Et lui, en fait, il a fait des expérimentations sur le caractère carnivore, du genre Drosera et notamment des Drosera rotendifolia. Donc là, il me semble que tout ça, c'est des dessins que lui a fait, en fait, de ses observations des plantes carnivores pour voir comment ça fonctionnait, et surtout pour voir, en fait, qu'est-ce que c'était capable enfin, qu'est-ce qu'elles pouvaient digérer ou pas. Donc il posait plein de trucs sur les pièges et puis il relevait dans ses petits bouquins comme ça, qu'est-ce que les plantes arrivaient à digérer? Est-ce que les plantes, digéraient pas? Comment ça fonctionnait les pièges, et cetera. Et lui, il considérait que la Dionée, c'était aussi, l'une des plantes les plus merveilleuses du monde, quoi. Voilà, donc tous les naturalistes, biologistes un peu célèbres de l'histoire étaient fans de plantes carnivores déjà, quoi. Alors aujourd'hui, c'est un peu, heu, comment dire? Les plantes carnivores, on en trouve un peu partout dans la culture populaire. On en voit un peu dans des jeux vidéo, dans des films, dans des dessins animés. Comme ici dans les Simpsons. Bon, il y a les Simpsons, ils ont un peu tout représenté, donc ça compte pas trop. Mais évidemment, vous avez reconnu enfin, je sais pas, il y a peut-être plus c'est peut-être un peu vieux maintenant, hein, ça, mais ça, c'est le meilleur Pokémon, du monde, quoi, qui est une plante carnivore. On a aussi la plante carnivore de Mario et alors ça, ouais, alors typiquement, ça, c'est un film que j'ai jamais vu, mais c'est un film sur une histoire qui tourne autour des plantes carnivores. Little Shop of Horrors. Je crois qu'en français, c'est La Petite Boutique des Horreurs, un truc comme ça. Et il me semble qu'en gros, c'est l'histoire d'une famille ou d'un type là, de lui qui recueille une plante carnivore et tout. Et ça devient une espèce de gigantesque monstre comme ça et il faut lui donner à manger, voilà. Et en fait, c'est un peu toujours cette image-là, les plantes carnivores dans la culture un peu populaire, cette espèce d'image de plantes un peu terrifiantes, qu'il faut nourrir avec des dents super dangereuses et tout. Et en fait, bah, bon, vous allez voir que c'est pas vraiment le cas. Du coup, bah, on va se demander qu'est-ce que c'est pour de vrai une plante carnivore? Vu que c'est pas forcément des choses très dangereuses et horribles comme ça. Bon, bah, avant tout, c'est en fait une plante et c'est avant tout une plante à fleurs. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre présentation, mais il existe plusieurs groupes de plantes. On a les plantes qui se, multiplient, qui se disséminent par des spores, comme les mousses par exemple ou les fougères et les plantes qui leur ressemblent un peu dans le même groupe, quoi. On a des plantes qui font pas des fleurs, mais qui font plutôt, des cônes. C'est ce que chez nous on a, c'est les conifères en fait, donc les épicéas, les sapins et cetera et on a aussi les plantes à fleurs qui est un autre du coup groupe de plantes. Bon, bah, faut savoir que toutes les plantes carnivores qu'on connaît actuellement, c'est toutes des plantes à fleurs, donc elles font toutes partie de cet ensemble-là.
Et du coup, bah, toutes les plantes carnivores font des fleurs et il y en a à peu près de toutes les tailles, de toutes les couleurs, avec plein de techniques différentes pour la pollinisation et ces fleurs-là, elles sont pas carnivores. C'est vraiment les fleurs, elles sont uniquement utilisées pour la reproduction, pour fabriquer des graines, pour le brassage génétique, pour, améliorer, si vous voulez, la descendance et puis pour se disséminer dans le territoire, pour, coloniser des nouveaux habitats et cetera. Donc les plantes enfin les fleurs des plantes carnivores sont pas carnivores, sont pas là pour piéger des insectes, elles sont vraiment juste là pour la reproduction, en fait. En revanche, vous savez que l'autre partie, du coup, d'une plante à fleurs, bah, c'est les feuilles. Et les feuilles des plantes carnivores, elles sont transformées en pièges. Vous savez alors enfin, je ne sais pas si vous savez, mais les feuilles, elles sont composées de 2 grandes, structures. On a ce qu'on appelle le limbe, c'est généralement la partie qui est verte et plate, quand vous pensez à une feuille d'un arbre et on a le pétiole. Le pétiole, c'est l'espèce de petite tige qui relie, cette partie plate au tronc, en fait. Et ben, chez les plantes carnivores, on retrouve en fait ces structures. Typiquement chez la Dionée, il me semble que le piège en fait, c'est le limbe, donc la partie qui est normalement plate et le pétiole, c'est l'espèce de petite feuille qui est en dessous. Chez les Nepenthes, le pétiole, c'est l'espèce de grosse feuille et le limbe, c'est le piège et cetera et cetera. Et en fait, bah, chez les plantes carnivores, les feuilles, elles ont du coup un double rôle. C'est à la fois de faire de la photosynthèse comme une feuille normale. C'est pour ça que les feuilles sont plates, en fait, généralement, et orientées vers le haut. C'est parce que c'est des espèces de mini panneaux solaires, quoi. Mais en plus de ça, les plantes carnivores, bah, leurs feuilles, elles doivent aussi capturer des insectes et les digérer, quoi. Du coup, en parlant de ça, comment on définit vraiment une plante carnivore et qu'est-ce que c'est la carnivorie? Qu'est-ce le caractère carnivore, de ces plantes? Alors généralement, ce qu'on dit habituellement, c'est que les plantes carnivores, elles sont capables d'attirer des proies, avec tout un tas de mécanismes différents. On a d'abord des couleurs qui sont généralement assez vives et souvent proches des couleurs des fleurs, donc je sais pas, du jaune, orange ou alors des couleurs, plutôt rouges. Il faut savoir que le rouge attire particulièrement, par exemple, des mouches, des choses comme ça, des insectes de ce type-là, parce que ça ressemble à la couleur d'une vous savez, d'une plaie ou de la chair ou d'une carcasse, et du coup, ça participe à l'attraction des insectes. On a aussi la production de nectar, je ne sais pas si on voit bien sur cette photo, mais on a l'impression que c'est un peu humide ici. C'est pas du tout de l'eau, hein, c'est du nectar, produite par la plante et vous pouvez, si vous avez des Sarracenia, quand, elles sont en croissance et qu'il fait soleil et chaud, vous pouvez goûter ce nectar, c'est très sucré et d'ailleurs, tous les nectars des différentes espèces de Sarracenia ont pas forcément la même, odeur ou le même goût et cetera, donc vous pouvez vous amuser à goûter le le nectar de Sarracenia si vous voulez. Et puis, on a encore d'autres techniques, comme par exemple l'imitation de gouttelettes de glu, qu'on retrouve principalement chez les Drosera, de gouttelettes d'eau, pardon, qu'on retrouve, principalement chez les Drosera ici. Et en fait, bah, les insectes veulent juste venir se réhydrater, puis ils se posent dessus et en fait, ils se font capturer. Donc, ces plantes, elles doivent être capables d'attirer des proies, elles doivent être capables de les capturer et de les tuer avec plusieurs types de pièges. Alors, je ne vais pas les développer ici, mais en gros, on a les pièges actifs, c'est-à-dire les pièges qui ont des mouvements et en fait où le mouvement est la principale caractéristique pour piéger l'insecte. Genre, chez la Dionée ici, c'est le fait que le piège se referme qui capture l'insecte en fait. Donc c'est vraiment le mouvement qui permet la capture, ça c'est les pièges actifs. On a les pièges semi-actifs, par exemple, chez les Drosera ici. Là, cette fois, le mouvement, il n'est pas perceptible à l'œil nu, mais il y a un réel mouvement quand même. Et là, c'est plutôt pour la digestion. C'est pour pour augmenter la surface de contact entre la feuille et la proie et du coup faciliter la digestion. Et puis, on a des pièges passifs où il n'y a aucun mouvement. Et enfin, une fois que la plante a attiré, capturé sa proie, il faut qu'elle puisse la digérer, en produisant des enzymes digestives qui vont en fait dissoudre, les parties molles des proies et puis, les réabsorber. Et il faut aussi que la plante, du coup, elle tire des bénéfices de, cette digestion. Alors il faut savoir qu'on voit souvent comme ça, quand les pièges s'ouvrent, le reste, si vous voulez, de la mouche là, par exemple, ici chez cette Dionée. C'est parce que les insectes ont un exosquelette. Nous, on a un squelette à l'intérieur de notre corps, on a un endosquelette. Les insectes, ils ont un exosquelette, c'est-à-dire qu'en fait la partie dure est à l'extérieur et à l'intérieur c'est mou, alors que nous c'est l'inverse. Et en fait l'exosquelette des insectes, il est fait en chitine et la chitine n'est pas digérable par les plantes carnivores, donc c'est pour ça qu'il reste en fait les carcasses des insectes dans les pièges, même s'ils sont en fait digérés, quoi.
OK, donc ça, c'est pour une plante carnivore, mais il faut savoir que c'est pas si simple que ça et que, il y a pas vraiment une limite nette et précise entre les plantes carnivores d'un côté et les plantes qui sont pas carnivores de l'autre. En fait, c'est une espèce de nuance et vous allez voir qu'il y a plein de trucs un peu bizarres et on ne sait pas trop où les classer. Alors je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, mais je vais vous donner quelques petits exemples juste pour, vous mettre l'eau à la bouche. Donc si on a des plantes qui remplissent pas tous les critères que j'ai dit avant là, donc attirer, capturer, digérer des proies et en tirer des bénéfices, bah, en fait, on les appelle des plantes proto-carnivores. Ça veut dire littéralement des plantes qui sont, en train de devenir carnivores, normalement, heu, donc voilà, qui sont en voie vers la carnivorie, si vous voulez. Bon, la plus connue d'entre elles, c'est Ibicella lutea. On la retrouve assez souvent en culture chez les amateurs de plantes carnivores. Elle, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle a des toutes les feuilles là que vous voyez derrière là, qui ressemblent un peu à des courgettes là ou des courges, en fait, elles sont, recouvertes d'un mucilage, donc d'un truc un peu collant. En plus, ça sent pas très bon et tout et bah, ça piège des insectes, sauf qu'il semblerait que la plante, elle digère pas d'insectes et en plus de ça, c'est-à-dire qu'elle produit pas d'enzymes digestives, je crois et qu'en plus de ça, bah, elle a pas l'air de tirer vraiment des bénéfices de de cette capture. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une plante protocarnivore. Donc ça, c'est la plus connue. Une moins connue, mais que vous connaissez peut-être, c'est une plante ornementale qui pousse plutôt dans les zones méditerranéennes. C'est ce qu'on appelle le plumbago. Donc ça, c'est plumbago capensis, il me semble. Et c'est un espèce d'arbuste un peu grimpant. Et en fait, les sépales ici, je sais pas si on voit bien sur la photo, mais les sépales ici, ils ont des espèces de petites gouttelettes comme ça, enfin de petites tentacules avec des gouttelettes de glu au bout. Et ça pareil, bah, ça capture des insectes. Alors dans ces 2 cas-là, donc dans le cas du plumbago et dans le cas de Ibicella, on pense quand même que la capture des insectes, c'est un peu comme pour les plants de tomates, par exemple, c'est-à-dire que c'est surtout pour éviter les ravageurs, c'est-à-dire, par exemple, les pucerons, les choses comme ça. C'est plutôt, en fait, un mécanisme de défense plutôt qu'un mécanisme d'attaque avec plein de gros guillemets, pour capturer des proies. Donc voilà, c'est juste un mécanisme pour empêcher les insectes de venir, manger les fleurs, par exemple, qui est développé par la plante et justement les plants de tomates font ça aussi, hein. C'est pour ça que ça a une odeur un peu spéciale, les plants de tomates, c'est parce que c'est un peu collant et ça empêche les bestioles de venir, s'installer sur les plants de tomates et d'ailleurs, vous avez rarement, voire jamais des pucerons sur des plants de tomates pour ça. Mais il y a des exemples un peu plus bizarres et je voulais quand même vous parler de cet exemple-là parce que moi je l'adore. Je ne sais pas si vous connaissez la plante qui s'appelle la Pasteur, c'est Capsella bursapastoris. C'est une espèce de mauvaise herbe qui pousse un peu partout, dans les terrains un peu lourds, un peu argileux et cetera. Elle fleurit assez tôt dans la saison, à peu près en mars jusqu'à avril-mai, quelque chose comme ça. Et en fait, les fruits, qui sont des siliques qu'on voit ici, parce que c'est une brassicacée, donc elle fait des siliques et les fruits, en fait, sont en forme de cœur, donc elle est assez facilement reconnaissable et ben, en fait, cette espèce de mauvaise herbe-là, de plante, hyper commune, elle fait des graines, et ces graines, quand elles tombent dans l'eau, dans une flaque d'eau, par exemple et ben, elle est capable de sécréter un mucilage, donc un truc un peu collant, autour de la graine et ce mucilage, il est littéralement capable de piéger des petits nématodes qui vivraient dans les flaques d'eau, de les digérer et en plus de ça, les graines qui ont piégé et digéré du coup des proies, semblent former des plantes qui sont, plus costauds, qui poussent plus vite et qui poussent plus fort. Enfin qui font plus de feuilles, qui font plus de matière quoi. Donc, est-ce que c'est une plante carnivore ou pas? Parce que juste les graines, arrivent à digérer des trucs, je j'en sais rien. Mais bref, c'est un exemple que j'adore et il y a, une publication dans Nature qui existe. Bon, c'est en anglais, mais hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment, super drôle et c'est hyper intéressant. Enfin, dernier petit truc, j'en avais parlé dans un article pour le la revue de Dionée, ça, c'est un truc de fou. C'est une mousse pour le coup, enfin, c'est une hépatique exactement, mais en gros, ça fait partie des bryophytes, de la grande famille des mousses. Hem et donc ça serait, la première mousse qui serait entre guillemets «proto-carnivore», voire peut-être carnivore. Donc la première plante qui n'est pas une plante à fleurs qui serait carnivore. En fait, cette mousse-là, elle fait des espèces de structures qui ressemblent un peu à des utricules d'Utricularia là, ça ressemble un peu à ça et il y a un espèce de petit clapet comme ça en entrée et en fait ce truc s'ouvre que d'un côté, donc en fait on peut rentrer dedans mais on peut pas sortir après. Et bah, quand on regarde dans la nature, on voit qu'il y a souvent des petites bêtes qui sont piégées à l'intérieur, comme c'est le cas ici. Et en fait, il y a des expériences,
en laboratoire qui ont montré que effectivement des bêtes étaient attirées par cette structure de la plante. Alors pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas trouvé s'il y avait de la sécrétion d'enzymes digestives, voire une vraie digestion, voire des bénéfices et cetera. Donc on n'est pas sûr et il y a pour l'instant, enfin bon voilà, pour l'instant elle est pas carnivore quoi, on va dire qu'elle est proto-carnivore, mais ça pourrait changer. Le truc, c'est qu'en fait, on comprend pas trop pourquoi la plante, elle a des structures comme ça et pourquoi il y a des bestioles qui viennent se foutre dedans et qui meurent à l'intérieur. Donc voilà, c'est très bizarre et donc affaire à suivre. Alors, on va faire un petit peu de biologie maintenant et on va notamment parler du mode de vie des plantes carnivores. Donc les plantes carnivores, on peut les retrouver il y a plusieurs modes de vie, en fait, qui existent, à peu près tous les modes de vie, en fait. Hem, Déjà, des plantes carnivores, il y en a des rustiques, c'est-à-dire qui poussent dans des zones tempérées, froides, il y en a des tropicales, il y en a qui poussent dans des zones sèches, il y en a quand même, pas beaucoup. Il y en a qui poussent dans des zones humides et cetera. Les plantes carnivores, elles peuvent être terrestres, c'est-à-dire qu'elles ont les racines, qu'elles sont enracinées dans le sol quoi, dans la terre, par terre. Elles peuvent être aquatiques, en eau libre. C'est le cas, par exemple, des, Utricularia que vous voyez ici. En fait, c'est des plantes qui flottent à la surface, donc elles ont pas de racines à proprement parler. Elles sont pas enracinées au fond de l'eau, c'est juste elles flottent, quoi. Ou on a des plantes qui sont épiphytes. Les plantes épiphytes, c'est par exemple le cas des Nepenthes, enfin de certaines Nepenthes et de certaines Utricularia. Épiphyte, ça veut dire alors ça existe pas trop chez nous, mais sous les tropiques, c'est un truc, assez commun. C'est des plantes qui poussent en fait ni dans le sol ni dans l'eau, mais qui vont pousser, sur d'autres plantes. Par exemple, vous imaginez un grand arbre, bah, en fait sur les branches, vous allez avoir des plantes qui vont pousser, mais juste sur sur les branches de cet arbre, quoi. Et ben, c'est le cas de certaines Nepenthes et de certaines Utricularia et c'est pour ça qu'on les cultive généralement, je sais pas, avec, de la sphaigne ou des substrats, très allégés. Les plantes carnivores, elles peuvent être minuscules comme ce petit Drosera ici qui doit faire 1 cm de diamètre. Elles peuvent être gigantesques comme certaines Nepenthes qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres, enfin des lianes de plusieurs dizaines de mètres et des pièges qui font, parfois 5 litres de contenance. C'est énorme 5 litres. Il y a aussi des plantes, tubéreuses pour éviter les saisons sèches et cetera. Donc il y a vraiment toutes les formes et tous les modes de vie qui existent, presque, existent chez les plantes carnivores. Et je voulais faire aussi un petit crochet sur l'évolution des plantes carnivores, parce qu'il faut savoir que le caractère carnivore, donc la carnivorie chez les plantes, eh ben, c'est apparu plusieurs fois au cours de l'évolution. Donc en fait, ça veut dire que toutes les plantes carnivores sont pas du tout cousines, en fait. C'est pas, elles sont pas toutes liées entre elles, c'est pas des plantes similaires. Et même pire que ça, les plantes qui ont des pièges similaires sont pas forcément cousines non plus. Et ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'en fait le caractère carnivore, s'il a évolué plusieurs fois, au moins une dizaine de fois de manière complètement indépendante, bah, ça veut dire qu'en fait ça donne un avantage énorme aux plantes, donc c'est quelque chose qui est vraiment très sélectionné. Et là vous pouvez voir par exemple ça c'est un arbre phylogénétique, bref, et on voit qu'on a des plantes carnivores un peu partout. Chez les monocotylédones c'est tout ce qui est graminées, poacées, donc je sais pas, les bambous par exemple, mais on retrouve aussi les orchidées, on retrouve les joncs et plein d'autres plantes comme ça. Et ben, on retrouve les broméliacées et on retrouve Brocchinia et Catopsis. Et après, dans plein d'autres grands groupes de plantes à fleurs dicotylédones, enfin eudicotylédones, on en trouve beaucoup dans les caryophyllales, on en trouve dans les éricales, on en trouve dans plein d'autres groupes. Et si vous regardez, en fait, bah, typiquement, les plantes qui ont des pièges à glu, on en trouve ici, ça c'est Biblis par exemple. On en trouve ici, ça c'est Roridula. On en trouve ici et ici, parce que c'est Drosophilum et Drosera. Et pourtant, c'est des plantes qui sont pas du tout cousines, quoi. C'est vraiment dans des branches très différentes de l'évolution. Voilà, donc tout ça pour dire que la carnivorie, c'est pas un truc si exceptionnel que ça, en fait, chez les plantes, parce que c'est apparu vraiment plein de fois et à plein d'endroits différents de l'évolution. Du coup, bon, ça, c'est généralement je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, la première question qu'on me pose quand je dis que j'ai des plantes carnivores, c'est: «Est-ce que ça peut manger le doigt?» et puis après: «Qu'est-ce que ça mange et est-ce qu'il faut les nourrir, quoi?» Donc les proies des plantes carnivores, en gros, c'est surtout des invertébrés, donc des insectes, en gros. Même si des fois, il y a des petits oiseaux, des petites souris qui peuvent être attrapées, notamment par des Nepenthes, ça arrive assez souvent en collection. Enfin, assez souvent, ça arrive en collection, quoi. Hem,
Il faut savoir aussi que les plantes carnivores, elles sont pas strictement dépendantes des proies. Ça veut dire qu'il y a pas besoin de les nourrir, c'est pas des animaux qu'il faudrait nourrir tous les jours. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça et en fait, elles sont un peu plus dépendantes aux proies qu'on ne le croit. Puisque en fait, déjà, il y a certaines espèces, certains genres qui en dépendent plus que d'autres. Par exemple, je crois que les Sarracenia dépendent beaucoup moins de la capture des d'insectes pour leur croissance que certaines Drosera, par exemple. Il faut savoir aussi que la capture de proies accélère, la croissance et augmente la biomasse, c'est-à-dire qu'une plante qui est bien «nourrie» entre guillemets, elle va pousser plus vite et elle va plus pousser. Elle va faire plus de feuilles, plus de, je sais pas, fleurs, plus de graines, et cetera. Il y a des expériences scientifiques qui ont montré que les plantes qui sont bien nourries, elles ont aussi une meilleure, photosynthèse, donc elles récupèrent plus facilement et mieux de l'énergie parce qu'elles absorbent plus de phosphore. Et puis, plus le sol est pauvre, plus la plante, elle va être dépendante des proies pour trouver des nutriments et pour sa croissance. Et en fait, il y a certaines plantes, dans lesquelles on a jusqu'à 80 de l'azote qui vient des proies capturées. Voilà, donc il y a plein d'articles scientifiques qui parlent de ça. Hésitez pas à regarder les titres ou vous regarderez les replays et puis vous regarderez les titres pour aller voir si ça vous intéresse, mais c'est super intéressant et voilà. OK, on va parler maintenant un petit peu d'écologie. Je crois que c'est une des dernières rubriques et pour parler d'écologie, donc l'écologie au sens scientifique, hein, c'est le comment vivent en fait les plantes carnivores. Je voulais absolument parler aussi rapidement des interactions chez les plantes carnivores. En fait, on pense toujours que les plantes carnivores, c'est un peu toujours pareil, c'est des plantes qui, attrapent des bestioles et qui se nourrissent comme ça et rien d'autre et en fait, c'est pas vrai du tout. Il y a plein d'interactions incroyables avec d'autres organismes. Une interaction, c'est quand on a 2 espèces du coup qui entrent en interaction, qui interagissent entre elles. Ça peut être pour de la prédation, par exemple. Le lion, il va entrer en interaction avec, je sais pas, la gazelle pour la manger. Mais il y a plein d'autres types d'interactions, et notamment une interaction qui s'appelle le mutualisme. Le mutualisme, c'est quand les 2 espèces qui interagissent, gagnent quelque part de cette interaction. C'est-à-dire que c'est un peu win-win comme on dit, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, là, je voulais vous présenter quelques interactions qui existent chez les plantes carnivores, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et c'est pas juste la plante qui va tuer une bestiole pour la manger. Par exemple, Roridula gorgonias, c'est une plante, super belle d'Afrique du Sud, qui produit des feuilles très collantes avec des petites, de la glu un peu partout. D'ailleurs, c'est plus collant que les Drosera, c'est de la résine, c'est un peu bizarre et cette plante-là, elle capture des bestioles. Le problème, c'est qu'elle est incapable de les digérer. Ça veut dire qu'elle fabrique pas d'enzymes digestives, elle est pas capable de digérer les bestioles. Sauf qu'en fait, dans son milieu naturel, et c'est un exemple assez connu, elle vit en interaction mutualiste, du coup, avec des petites punaises qu'on voit ici. Je me rappelle plus du nom, mais vous pourrez les chercher. Et en fait, ces punaises, elles ont des espèces de grandes pattes et elles arrivent à pas se faire piéger par la plante. Donc en fait, elles vivent sur la plante. Et quand la plante, elle piège des mouches, par exemple, et ben elles vont venir manger les mouches, se nourrir des mouches et en fait, c'est les déjections de ces petites punaises qui vont tomber sur les feuilles et la plante, elle va réussir à réabsorber les nutriments via ces feuilles et via les déjections de ces bestioles. Donc, pourquoi c'est un truc gagnant-gagnant? Bah, la plante, elle récupère des nutriments, donc elle pousse mieux, donc bah, c'est tout bénef pour elle. Et puis les petites punaises, bah, elles sont complètement protégées au milieu de la plante, carnivore là et donc il y a aucune bestiole qui va venir les bouffer et en plus de ça, la plante capture des mouches pour les punaises. Donc en fait, c'est tout bénef aussi pour les punaises. Donc voilà, c'est exactement ça le type d'interaction mutualiste, c'est quand tout le monde y gagne dans le bazar, quoi. Bon, sauf les mouches dans ce cas-là. Un autre exemple, chez Nepenthes ampullaria, on va en reparler un peu plus tard, il semblerait qu'il y ait une grenouille qui s'appelle Microphylla nepenthicola, qui est ici, là, vous voyez sa petite tête, qui pond ses œufs, en fait, à l'intérieur des urnes de Nepenthes, qu'on voit ici. Donc là, on voit les petits têtards au fond et en fait, les petits têtards, ils vont manger les trucs qui s'accumulent à l'intérieur de la plante carnivore. Ils sont pas digérés par la plante carnivore. Et encore une fois, c'est les déjections de ces petits têtards-là qui vont, bah, enrichir l'eau qui est à l'intérieur, du piège et donc la plante va réabsorber ça. Et là, encore une fois, les têtards, ils y gagnent aussi parce que, bah, ils sont complètement protégés à l'intérieur de cette petite c'est leur maison quoi, en fait.
OK, une autre interaction assez intéressante aussi et vous allez voir que c'est souvent les Nepenthes, hein, qui font des interactions, assez incroyables comme ça. C'est celle de Nepenthes emsleyana. Alors je crois que c'est un peu pareil que, Rafflesiana, je ne sais pas s'il y a une vraie différence entre les 2. Bref, il y a des gens qui sont allés sur le terrain et qui se sont rendus compte qu'en fait, la plante elle piégeait pas d'insectes, quoi. Enfin, il y avait rien à l'intérieur des pièges et ils se demandaient: «Mais pourquoi elle fait des pièges? Qu'est-ce qu'elle mange? Enfin, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, ils se sont rendus compte que les pièges, c'est des petites maisons pour des chauves-souris qui arrivent à retrouver à chaque fois leur petit piège de plantes carnivores grâce à l'écolocalisation. Et il semblerait que la forme du piège fasse en sorte de bien renvoyer comme ça les petits ultrasons des chauves-souris. Et si vous voyez, le piège, il y a une espèce de petit trait comme ça à l'intérieur. C'est un espèce de petit rebord de enfin de fenêtre quoi, où, la chauve-souris, elle peut s'accrocher comme ça et rester à l'intérieur du piège. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, ça, c'est juste une protection pour la chauve-souris qui va passer sa journée à l'intérieur. Comme ça, elle est protégée des prédateurs et encore une fois, elle va faire ses déjections à l'intérieur du piège et la plante carnivore, elle va digérer ça. Du coup, c'est plus vraiment une plante carnivore, quoi. C'est une plante, coprophage, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà et du coup, bah, la chauve-souris, elle est pas bouffée par les prédateurs et puis la plante carnivore, elle peut choper, ses nutriments. On va rester encore un petit peu dans le caca, avec l'exemple peut-être le plus connu, chez les plantes carnivores de ce type d'interaction, c'est les Nepenthes lowi et Nepenthes, rajah avec le tupaya. Le tupaya, donc c'est cette espèce de petit écureuil, bizarre là. En fait, normalement, la quasi-totalité des Nepenthes, elles ont l'opercule, donc cette partie-là qui est par-dessus, l'entrée du piège parce que comme ça évite à l'eau de tomber à l'intérieur du piège. Parce que si le piège se remplit d'eau, ça peut, bah, déjà, casser la plante, casser le piège. Ça peut aussi faire sortir les bestioles qui sont capturées à l'intérieur, donc c'est un peu inutile. Ou alors ça peut un peu trop diluer les enzymes digestives et du coup, encore une fois, bah, ça serait un peu inutile. Et donc du coup, quasi toutes les plantes ont cette espèce d'opercule au-dessus du piège, sauf celle-ci et quelques-unes, hein, quelques autres bien sûr. Et elle produit aussi cette espèce de truc blanc sous l'opercule qui est en fait un espèce de nectar, un peu, enfin très, très, très sucré. Et en fait, il semblerait que cette petite bestiole, et bah, elle se nourrisse quasiment exclusivement de ce nectar-là et de Nepenthes rajah aussi et je crois qu'il y a encore une autre espèce. Hem et en fait, quand elle se nourrit de ça là, quand elle est en position pour manger, bah, elle a les fesses, juste au-dessus comme ça de l'entrée du piège et encore une fois, elle fait ses petits cacas, juste à l'entrée du piège là. Et je sais pas si vous voyez la forme de l'urne, mais qui est un petit peu, courbée comme ça. Et ben, en fait, c'est parce que quand il pleut, si vous voulez, c'est un peu comme si ça tirait la chasse, ça lave l'entrée du piège et puis tout part, les déjections partent à l'intérieur ici et en fait, elles sont récupérées par la plante là-dedans. Voilà, il y a même des vidéos, vous pouvez aller voir sur, YouTube, il y a des vidéos de ce comportement, je trouve ça complètement fou, quoi. Et enfin, dernier petit exemple que je voulais vous montrer, c'est la plante végane, c'est Nepenthes ampullaria. En fait, elle ressemble un peu à ça, elle fait des feuilles très petites et elle fait plein, plein, plein de pièges avec, encore une fois, un opercule vers l'arrière et quasiment, inexistant. Comme si elle voulait, en fait, récupérer, le maximum de trucs qui tombaient bah, du ciel, quoi. Et c'est des plantes qui vivent en sous-bois et en fait, il semblerait qu'elle arrive à digérer les feuilles mortes des arbres qui tombent à l'intérieur et en fait, elle dérive même jusqu'à 50 de l'azote de ses feuilles, de ces pièges et de ces feuilles qu'elle produit, par des feuilles, en fait, mortes qui tombent à l'intérieur. Donc c'est littéralement une plante carnivore qui est devenue végane, en fait et qui mange du coup des feuilles d'arbres, quoi. OK, écoutez, j'ai quasiment fini. Je vais juste parler rapidement maintenant des milieux naturels et des menaces, des plantes carnivores. Il y a un truc dont, en fait, j'ai un peu évité la question depuis le début. En fait, j'ai pas répondu pourquoi les plantes, elles sont carnivores. On le sait assez bien, en gros, c'est parce que les milieux naturels sont très pauvres en nutriments. Et du coup, le fait de pouvoir choper des nutriments en dehors du sol, qui est très très pauvre, où il n'y a rien à manger dedans, eh ben, ça donne un avantage incroyable à ces plantes-là. Et c'est pour ça que ça a été autant sélectionné et qu'il y a autant de euh, familles et de groupes différents de plantes qui sont devenues carnivores. Ok. Juste une rapide liste. En France, on trouve plein de plantes carnivores, peu importe où vous êtes dans la France de manière générale. En métropole, on trouve 3 espèces de Drosera, mais on trouve aussi leurs hybrides. Je crois qu'on en trouve 6 en tout.
On trouve aussi, je crois que c'est 6 ou 7 espèces d'Utricularia, je crois que ça a été revu il y a pas très longtemps, mais un truc comme ça. Pareil pour les Pinguicula, il y a eu pas mal de nouvelles espèces récemment. Mais en gros, on en trouve, un peu partout, à partir du moment où il y a des zones humides, de bonne qualité et plutôt pauvres et ou acides. Mais on en trouve ailleurs, on en trouve aussi typiquement dans les territoires dans les DOM-TOM quoi, aux Caraïbes. Là typiquement c'est Utricularia alpina que j'ai eu la chance d'observer, sur les pans de la Soufrière qui est en Guadeloupe. En Nouvelle-Calédonie, on a 2 espèces qui sont, il me semble endémiques, Nepenthes vieillardi ici et Drosera neo caledonica, qui est super beau ici. En Guyane, on a plus de 30 espèces de plantes carnivores, c'est majoritairement des Utricularia, mais il y a aussi ce Drosera là, Drosera capillaris. À La Réunion, on vient de découvrir Utricularia giba. Alors c'est une Utricularia qui est, très, très, très courante, un peu on la trouve partout dans la zone tropicale sur la planète en gros, mais on l'avait jamais trouvée en Réunion et en fait, elle a été trouvée je crois en 2018 ou 2019, donc c'est très, très, très récent et c'est la seule plante carnivore de La Réunion du coup. Et enfin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois qu'on a 3 espèces. On a Sarracenia purpurea qu'on voit ici et on a aussi, je crois, Drosera rotendifolia et Pinguicula, vulgaris, si je dis pas de bêtises. Donc je vais pas trop m'attarder sur les menaces, associées aux plantes carnivores dans la nature, parce que j'avais fait toute une présentation, je crois qui a duré même 1 heure là-dessus. Donc, on mettra le lien peut-être dans le chat si vous voulez aller voir. Voilà, parce que c'est un sujet quand même assez vaste et il faut en parler, enfin, il faut bien tout comprendre de quoi il s'agit. Mais en gros, 1/4 des plantes carnivores sont menacées dans la nature et c'est très variable en fonction des genres. Par exemple, chez les Utricularia, c'est assez peu, mais chez les Pinguicula, les Sarracenia ou les Nepenthes, c'est quand même beaucoup plus d'1/4 des espèces qui sont, menacées. C'est plutôt la moitié, voire les 2 tiers qui peuvent être, menacées d'extinction. Et bah, ça, il y a 3 grandes causes principales. D'abord, il y a la destruction et la dégradation de leur habitat naturel. Ça veut dire, bah, que les endroits, naturels où ils pouvaient pousser sont détruits, typiquement à cause de la déforestation, soit pour y faire, pousser des trucs pour l'agriculture, soit pour y faire des mines, pour extraire des ressources ou soit pour y faire, je sais pas, des zones urbaines, des parkings et des McDo. Il y a aussi le changement climatique et surtout le changement des régimes de précipitation. Parce que, si on a moins de précipitations et qu'il fait plus chaud, par exemple, chez nous dans les Alpes, on va avoir moins de glaciers, donc ça veut dire moins d'eau disponible tout le long de la saison parce que normalement la glace fond petit à petit tout l'été quoi et ça donne de l'eau dans tout le reste de la vallée. Bah, là, du coup, s'il y a plus de glaciers, bah, il y a plus d'eau, qui fond et qui arrive dans les vallées et donc en fait, bah, toutes les zones humides qui sont en dessous, bah, risquent de disparaître et avec elles, bah, les plantes carnivores, quoi. Et enfin, le 3e gros problème, c'est le braconnage, parce que, il y a pas mal d'espèces qui sont directement menacées, à cause du braconnage, donc des gens qui vont récupérer des plantes dans la nature pour les garder ou pour les revendre. Donc c'est vraiment super important de, bah, déjà dénoncer ces comportements, de pas acheter des plantes où vous êtes pas sûr de la provenance. Il y a plein de professionnels qui savent exactement d'où viennent les plantes et qui les reproduisent eux-mêmes. Voilà, parce qu'en fait, s'il y avait pas d'acheteurs, il y aurait pas de vendeurs et du coup, il y aurait pas de plantes qui disparaissent dans la nature. Bref, juste pour terminer et parce qu'on parlait de braconnage, je voulais juste vous parler très rapidement de l'OPCF. L'OPCF, c'est l'Observatoire citoyen des plantes carnivores françaises et on le gère, Jimmy Vandenbosch et moi-même. C'est un truc qui a, plusieurs années, qui est hébergé par le site de Dionée, avec les outils libres de l'association de Tela Botanica et en gros, l'idée, c'est que on liste les observations des plantes carnivores qui poussent dans la nature. On essaie de mieux comprendre leur distribution, on surveille un petit peu les populations quand on peut, et surtout, on a une page Facebook là qui s'appelle comme ça, OPCF, Observatoire des plantes carnivores françaises, où on communique pas mal autour de la conservation des plantes carnivores, la conservation en général d'ailleurs et aussi, sur, bah, voilà, on dénonce un peu le braconnage et pourquoi c'est pas bien et cetera et cetera. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, hésitez pas.